En automne 1878, dans le quartier animé d'immigrants allemands, Over the Rhine, à Cincinnati, Ohio, on parlait de Clara Schmidt, âgée de 12 ans, à voix basse et anxieuse. Cette enfant pâle et observatrice pouvait, en quelques secondes, nommer le jour de la semaine pour n'importe quelle date de l'histoire. Elle pouvait mémoriser de longues conversations mot pour mot après une seule écoute et indiquer le nombre exact de pavés entre deux devantures de sa rue. Ce qu'un médecin moderne pourrait identifier comme une condition neurologique remarquable, les gens de 1878 le voyaient soit comme un don divin, soit comme quelque chose de profondément troublant. Mais lorsque Clara commença à utiliser ses talents pour découvrir des secrets longtemps enfouis, prédire des accidents dévastateurs et décrire les détails intimes de crimes dont aucune personne vivante n'aurait dû être témoin, l'admiration de la communauté se mua en peur. Au printemps suivant, 4 hommes seraient morts, une famille éminente disparaîtrait au cœur de la nuit, et Clara Schmidt elle-même s'évanouirait sans laisser de traces. Tout ce qui restait était un simple registre relié de toiles, rempli de colonnes de chiffres que personne n'avait le courage de déchiffrer. Les habitants d'Over the Rhine ne comprenaient pas encore que le don de Clara allait dénouer un écheveau de tromperie, de trahison et de crimes qui avaient été magistralement dissimulés pendant des années. Ils ne savaient pas que sa certitude mathématique deviendrait bientôt la vérité la plus terrifiante de leur communauté. Le quartier Over the Rhine de Cincinnati en 1878 était un monde vibrant de brasseries en briques rouges, d'immeubles d'habitation densément peuplés, et du son riche des accents allemands se mêlant à l'anglais dans l'air humide de l'Ohio. La communauté de près de 10 000 immigrants allemands avait recréé son propre morceau de l'ancien pays le long de la rivière Ohio, avec des Biergartens animés, des boucheries traditionnelles et les rythmes réconfortants de la vie transplantée sur le sol américain. Les hommes trouvaient du travail dans les brasseries, Christian Moerlein, Hue de Paul, et une douzaine de plus petites exploitations qui faisaient de Cincinnati une capitale de la bière, tandis que leurs femmes cultivaient de petits jardins avec des légumes qui leur rappelaient leur foyer dans la forêt noire. Conrad et Elsbeth Schmidt étaient arrivés de Saxe en 1865, rêvant d'une nouvelle vie prospère avec leur fille en bas âge, Clara. Conrad obtint un poste stable de tonnelier à la brasserie Baker, une grande entreprise qui fournissait de la bière lager à la population assoiffée de la ville. Elsbeth faisait de la couture et des retouches pour compléter leurs revenus, ses doigts travaillant à la lumière du gaz bien après que Clara se soit endormie dans leur modeste appartement de la rue Vine. Les Schmidt étaient ordinaires en tout point, à l'exception de leur fille. Clara était née pendant la tumultueuse traversée de l'Atlantique, arrivée avec un mois d'avance et si frêle que le chirurgien du navire doutait qu'elle verrait la terre. Pourtant, elle survécut, demeurant une enfant menue et pâle aux immenses yeux bleus qui semblaient absorber le monde autour d'elle avec une concentration troublante. Enfant en bas âge, elle faisait rarement des histoires, se contentant de s'asseoir tranquillement dans un coin, observant et écoutant le monde des adultes s'agiter autour d'elle. Dès l'âge de 5 ans, ses parents remarquèrent ses capacités inhabituelles. Elle pouvait réciter parfaitement des conversations qu'elle avait surprises des jours auparavant, imitant le ton et la cadence exacte de chaque locuteur. Elle comptait tout, les points de couture dans les raccommodages de sa mère, les pas de leur appartement au marché, l'intervalle précis entre les sifflets de la brasserie qui rythmait la journée de travail. Lorsque Conrad lui enseigna l'arithmétique simple, elle comprit des concepts complexes avec une vitesse étonnante, résolvant des problèmes de tête plus rapidement qu'il ne pouvait les calculer avec un crayon et du papier. Initialement, la communauté allemande considérait les talents de Clara avec un mélange de fierté locale et d'appréhension. La vieille veuve Müller, qui racontait des histoires de malédictions folkloriques du village de sa grand-mère, faisait un signe de protection chaque fois que les yeux bleus calculateurs de Clara se posaient sur elle. Mais le pasteur Braun, le chaleureux ministre saxon de leur petite paroisse luthérienne, proclama les dons de Clara comme une bénédiction de Dieu, un signe d'intelligence divine dans leur nouvelle demeure américaine. L'hiver 1877 avait été exceptionnellement rude, avec des températures si basses que la rivière Ohio avait gelé, un événement rare. Les ouvriers de la brasserie se rassemblaient autour de poêles ventrus, leur souffle embuant l'air même à l'intérieur, tandis que leurs femmes étiraient de maigres ressources pendant les longs mois de gel.
C'est pendant cette période d'isolement que les capacités de Clara commencèrent à révéler un côté plus sombre, bien que personne ne saisisse encore ce qui se déroulait. Clara avait l'habitude de s'asseoir près de la fenêtre du salon, observant les routines quotidiennes de leurs voisins avec la même concentration intense qu'elle appliquait à ses calculs. Elle voyait des schémas non seulement dans les nombres, mais aussi dans le comportement humain. Monsieur Fuchs se rendait toujours à la tonnellerie par le même chemin, faisant exactement 312 pas, sauf le jeudi, où un chemin différent en nécessitait 351. Madame Bauer étendait son linge dans un ordre particulier, mais chaque fois que son mari travaillait de nuit, la séquence était complètement modifiée. Ces observations étaient considérées comme les excentricités d'une enfant particulière jusqu'à ce que Clara commence à annoncer ses découvertes d'une manière qui mettait les adultes profondément mal à l'aise. Le passage de la curiosité à la peur commença par un sombre matin de novembre 1878. Clara était à la table de la cuisine, mangeant méthodiquement son gruau d'avoine pendant que sa mère préparait le panier repas de son père. Soudain, elle leva les yeux et déclara : « Monsieur Adler ne reviendra pas de la brasserie cet après-midi. Il décédera à exactement 3h22. » Elsbeth faillit laisser tomber la gamelle en fer blanc. « Clara, in Gott Namen, quelle chose affreuse à dire. Pourquoi imaginerais-tu une telle chose ?» Les yeux bleus de Clara restèrent fixés sur le visage de sa mère. « Il boit en secret d'une petite flasque depuis 19 jours. Hier, sa consommation était 4 fois supérieure à la normale. Ses pas étaient instables, 318 au lieu de ses 312 habituels. Lorsqu'un schéma d'une personne change de plus de 8%, un événement significatif se produit dans les 48 heures. Le schéma de M. Adler a changé de 11%. Le calcul est clair. Conrad, boutonnant son lourd manteau, se figea et fixa sa fille. M. Adler était connu pour boire, mais c'était le cas de beaucoup d'hommes à Over the Rhine. L'idée que Clara ait compté ses pas et suivi sa consommation d'alcool était déjà assez dérangeante, mais sa calme certitude mathématique quant à sa mort glaça ses parents d'un froid qui n'avait rien à voir avec l'hiver de l'Ohio. « Tu ne dois pas parler de telles choses, Clara, » dit Conrad d'une voix ferme. « Il n'est pas convenable pour une enfant de parler de la mort. » Clara hocha simplement la tête et retourna à son petit déjeuner, mais ses parents échangèrent des regards troublés au-dessus de sa tête. Ils étaient habitués à ces observations inhabituelles, mais celles-ci semblaient différentes, plus sombres et plus absolues que ces déclarations numériques habituelles. À précisément 15h22 cet après-midi-là, M. Adler s'effondra dans la cave de la brasserie. La cause officielle du décès fut une crise cardiaque massive, que le docteur Weber attribua à un alcoolisme avancé. Les hommes qui le trouvèrent se rappelèrent qu'il avait semblé agité pendant des semaines, buvant plus abondamment et montrant des signes de stress extrême. Mais ce qui perturba vraiment tout le monde, c'était le moment. La prédiction de Clara Schmidt avait été correcte à la minute près. La nouvelle de la sinistre prédiction de Clara se répandit dans Over the Rhine comme une contagion hivernale. Certains y virent une coïncidence morbide, mais d'autres se souvinrent de la jeune fille pâle aux yeux analytiques et commencèrent à se demander ce qu'elle avait bien pu remarquer d'autre depuis son perchoir silencieux à la fenêtre. La famille Schmidt devint l'objet de chuchotements et de regards méfiants sur le chemin de l'église et au marché. Le pasteur Braun, qui avait autrefois célébré les dons de Clara, semblait maintenant hésitant. Lorsque Conrad sollicita ses conseils après le service du dimanche, la chaleur habituelle du pasteur avait disparu, remplacée par une profonde préoccupation. « Conrad, mon ami, dit-il, son accent saxon lourd d'inquiétude, peut-être vaut-il mieux que la jeune Clara passe moins de temps à la fenêtre et plus de temps en prière. Le Seigneur nous accorde de nombreux dons, c'est vrai, mais le diable peut tordre même les talents les plus purs à ses propres fins obscures. » Ce conseil troubla profondément Conrad. Homme pratique, il avait toujours eu plus foi dans l'art de la tonnellerie que dans les mystères divins. Pourtant, il ne pouvait ignorer la précision glaçante de la prédiction de Clara. Ce soir-là, il fit asseoir sa fille. « Clara, tu dois me dire la vérité. Comment savais-tu pour M. Adler ?» Clara regarda son père, son expression aussi calme et détachée que jamais. « J'observe, je compte, je me souviens. Le comportement de M. Adler a changé selon une séquence prévisible.
Lorsqu'une personne augmente sa consommation d'alcool de 42% sur une période de 19 jours tout en diminuant sa consommation de nourriture d'environ 25%, l'insuffisance cardiaque devient inévitable. J'ai calculé l'heure la plus probable de l'événement en fonction de son âge, de sa carrure et des symptômes observables. Conrad sentit son sang se glacer. Sa fille de 12 ans parlait comme un médecin, ou toute autre chose. Mais Clara, comment pouvais-tu savoir toutes ces choses sur ses habitudes? J'observe tout, papa. Chaque jour, chaque personne, chaque schéma. La voix de Clara était factuelle, mais quelque chose dans ses yeux mettait Conrad profondément mal à l'aise. Voudrais-tu que je te parle des autres calculs que j'ai faits? Conrad secoua rapidement la tête. Il ne voulait pas savoir ce que sa fille avait calculé d'autre sur la vie et la mort de leurs voisins. Mais en couchant Clara ce soir-là, il sentit que sa famille était au bord de quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple prodige mathématique. Les vents de novembre hurlaient à l'extérieur de leur petit appartement, étouffant les bruits de la ville et créant un monde d'ombre où les secrets pouvaient être gardés, et où une jeune fille pouvait observer sans être détectée. Clara gisait immobile dans son lit, son esprit traitant les données de la journée, calculant des probabilités qu'aucun enfant ne devrait jamais comprendre, et certainement qu'aucun enfant ne devrait jamais souhaiter connaître. Dans les semaines qui suivirent la mort de M. Adler, l'ambiance à Over the Rhine changea comme la fumée des cheminées de la brasserie, dérivant et se déposant dans des endroits inattendus. Clara poursuivait sa veille quotidienne à la fenêtre, mais maintenant ses parents la regardaient avec un sentiment de terreur croissant alors que ses yeux bleus suivaient les allées et venues de leurs voisins avec une précision mécanique et troublante. La fille qui avait été leur fierté tranquille était devenue une source de peur constante et inexprimée. La communauté d'immigrants allemands était liée par la nécessité. Les hommes dépendaient les uns des autres pour leur gagne-pain, leurs femmes pour le réconfort pendant les longs étés humides, et leurs enfants jouaient ensemble dans les ruelles étroites entre les immeubles en briques. Mais Clara n'avait jamais vraiment fait partie de ce monde. Tandis que les autres enfants couraient après des cerceaux et partageaient des secrets, elle préférait s'asseoir seule, comptant, calculant et observant son environnement avec cette concentration déconcertante. Elsbeth remarqua bientôt que les observations de Clara devenaient plus personnelles et plus alarmantes. L'enfant pouvait mentionner nonchalamment que Madame Hoffmann rencontrait secrètement M. Steiner, le contremaître de la tonnellerie, dans un grenier de stockage désaffecté le jeudi après-midi depuis 8 semaines, ou que la famille Keller enterrait de petits paquets enveloppés de tissus dans leur cour un dimanche sur 2 après la messe. Quand Elsbeth lui demandait comment elle pouvait bien savoir de telles choses, Clara expliquait simplement qu'elle avait observé les schémas et calculé les résultats. Les gens croient que leurs actions sont secrètes, dit Clara un matin de décembre en étalant méthodiquement de la confiture sur sa tartine. Mais ils suivent des schémas, tout comme les tables de multiplication. Madame Hoffmann dit à son mari qu'elle rend visite à sa cousine le jeudi, mais elle fait 142 pas vers la tonnellerie au lieu des 411 pas jusqu'à la maison de sa cousine. Les Keller enterrent leurs paquets à exactement 65 cm de distance selon une grille précise. Ils pensent que personne ne voit, mais je regarde toujours. Conrad en avait assez entendu. Cette nuit-là, après que Clara fut couchée, il parla avec urgence à sa femme. Elsbeth, cela ne peut pas continuer. La fille devient anormale. Les enfants ne devraient pas voir de telles choses, et encore moins en parler comme s'il s'agissait de sommes dans un livre d'école. Elsbeth hocha la tête, ses mains tremblant tandis qu'elle raccommodait l'un des tabliers de travail de Conrad. J'ai peur, Conrad, pas de Clara, mais de ce que les gens vont dire. Les voisins nous regardent déjà avec méfiance. La veuve Müller a fait le signe contre le mauvais œil quand elle m'a vu au marché hier. Et le pasteur Braun n'est pas venu nous voir depuis la mort de M. Adler. Leurs craintes se confirmèrent 3 jours plus tard lorsque Clara fit une autre de ses déclarations mathématiques. Elle aidait sa mère à couper des légumes pour la soupe quand elle s'arrêta soudainement, son couteau planant au-dessus d'une carotte, et leva les yeux avec cette expression analytique familière. Madame Hoffmann sera découverte demain à 10h30 du matin. Son mari la trouvera avec M. Steiner dans le grenier de stockage. Ce sera violent. Elsbeth laissa tomber son couteau avec un bruit sec. Clara, nein, tu ne dois pas dire ces choses.
Mais Clara continua avec la même certitude froide qu'elle appliquait à son arithmétique. Madame Hoffman arrive au grenier 9 minutes plus tôt chaque semaine depuis 8 semaines. Monsieur Steiner reste 42 minutes de plus chaque jour. Demain, Monsieur Hoffman reviendra de sa tournée de livraison 53 minutes plus tôt parce que son chariot développe une fissure dans son essieu avant gauche. J'ai observé l'oscillation augmenter depuis 13 jours. L'intersection de ces trois variables rend la découverte certaine. Conrad, qui avait écouté depuis le seuil de la porte, sentit son estomac se nouer de terreur. Sa fille n'observait pas seulement leurs voisins, elle prédisait le cours de leur vie avec une précision terrifiante. « Clara, comment peux-tu savoir pour le chariot de Monsieur Hoffman ? Je compte les rotations de la roue lorsqu'elle passe devant notre immeuble. Le 1er décembre, elle oscillait 58% du temps. Aujourd'hui, c'était 73%. Demain, l'essieu sera suffisamment faible pour le forcer à abandonner sa tournée et à revenir 53 minutes avant l'heure. » Le lendemain se déroula exactement comme Clara l'avait calculé. August Hoffman découvrit sa femme, Lyle, dans une étreinte compromettante avec le contremaître de la tonnellerie, Marcus Steiner. La confrontation qui s'ensuivit laissa Steiner avec une mâchoire cassée et plusieurs côtes fracturées, tandis que Lyle fut si violemment battu que le docteur Weber dut être appelé. Le scandale provoqua une onde de choc dans la communauté très unie. Mais ce qui perturba les gens plus que l'affaire elle-même, c'est la prise de conscience insidieuse que la petite Clara Schmidt avait d'une manière ou d'une autre prévu toute la séquence des événements. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier. La jeune fille pâle à l'esprit mathématique n'avait pas seulement prédit la mort de M. Adler, mais avait maintenant aussi prédit le scandale Hoffmann-Steiner avec une précision glaçante. Les gens commencèrent à chuchoter sérieusement à propos de l'étrange enfant qui s'asseyait à sa fenêtre, observant, calculant et sachant des choses qu'aucun bon enfant chrétien ne devrait savoir. La famille Schmidt se retrouva complètement isolée. De vieux amis traversaient maintenant la rue pour les éviter. Les enfants avaient l'interdiction de jouer près de leur immeuble, et même les commerçants locaux commencèrent à les servir avec une suspicion tendue et à peine dissimulée. La position de Conrad à la tonnellerie devint précaire. Ses collègues le regardaient avec un mélange de peur et de ressentiment, et Marcus Steiner, se remettant de ses blessures, fit clairement savoir par des intermédiaires que la présence de Conrad était un rappel constant et importun du scandale. Clara, cependant, semblait inconsciente de l'hostilité qui l'entourait maintenant. Elle poursuivait ses observations quotidiennes, son esprit mathématique traitant les données et calculant les probabilités avec une précision inébranlable. Elle remplissait son registre relié de toiles de chiffres, de dates et de notations que ses parents avaient maintenant trop peur de lire. La vue de leur fille de 12 ans penchée sur ses calculs, sa plume se déplaçant en colonnes soignées, les remplissait d'une terreur sans nom. Alors que l'hiver rigoureux s'installait sur Cincinnati, leur isolement devint complet. Le quartier d'Over the Rhine, autrefois un havre de paix réconfortant, ressemblait maintenant à une prison. Conrad commença à envisager l'impensable. Quitter Cincinnati, abandonner la vie qu'ils avaient minutieusement construite, et recommencer ailleurs, loin des chuchotements, de la peur et de la terrible et infaillible précision des prédictions de leur fille. Mais Clara n'avait pas encore terminé son travail. Le pire était encore à venir, et son esprit méthodique traitait déjà les données qui mèneraient aux secrets les plus sombres de la communauté. Alors que l'emprise du rude hiver de l'Ohio commençait à se relâcher, remplacé par le froid humide du début du printemps, le registre relié de toiles de Clara s'épaississait de ses inscriptions méticuleuses. Le livre était devenu son ombre constante, ses pages remplies de calculs de plus en plus complexes que ses parents ne pouvaient plus prétendre comprendre. Ils entrevoyaient des graphiques retraçant les mouvements de leurs voisins, des tableaux de chiffres et des croquis détaillés des rues d'Over the Rhine, marqués de symboles et de mesures précises. L'appréhension de la communauté envers Clara s'était maintenant transformée en une peur pure et simple. Les mères faisaient rentrer leurs enfants à l'intérieur lorsque les Schmidt passaient. Les commerçants les servaient dans un silence tendu, et le pasteur Braun limitait ses interactions à un signe de tête raide pendant le service du dimanche. Pourtant, l'isolement de Clara ne semblait qu'aiguiser ses pouvoirs d'observation,
comme si l'absence de distractions enfantines normales permettait à son esprit unique de se concentrer plus intensément sur les courants sous-jacents mathématiques de la vie humaine. Le docteur Elias Weber, le médecin de la communauté, était devenu de plus en plus intrigué par les capacités de Clara. Contrairement au ragot superstitieux de ses voisins, le docteur Weber abordait la question avec une curiosité scientifique. Il avait fait ses études à Heidelberg avant de venir en Amérique et avait lu des articles sur des facultés mentales inhabituelles. Lorsque Conrad Schmitt lui rendit visite en privé, désespéré de trouver une explication médicale à l'état de sa fille, le docteur Weber accepta de voir Clara. La rencontre eut lieu par un matin pluvieux de mars dans le bureau du docteur Weber, au-dessus de l'apothicairerie de la rue Rasse. Clara se soumit aux questions et aux tests du médecin avec la même précision méthodique qu'elle appliquait à tout, répondant à chaque question avec des détails surprenants, ses yeux bleus fixés sur un point de calcul invisible. « Clara, dit le docteur Weber dans son anglais soigneusement articulé, votre père me dit que vous pouvez prévoir les événements. Pouvez-vous expliquer comment vous faites cela ?» Clara regarda le médecin avec sa concentration troublante. « J'observe des schémas et je calcule des probabilités à partir des données. Les gens croient que leurs choix leur appartiennent, mais ils suivent des progressions mathématiques prévisibles. Lorsque j'ai suffisamment de données, je peux prévoir leurs actions avec un haut degré de précision. » Le docteur Weber se pencha en avant, fasciné. « Pouvez-vous donner un exemple ?» Clara ouvrit son registre, tournant des pages de chiffres soigneusement écrits. La veuve Müller croit que son secret est en sécurité, mais son schéma est clair. Chaque lundi et jeudi pendant 10 semaines, elle s'est rendue à l'église à exactement 16h10. Mais au lieu d'entrer pour prier, elle continue jusqu'au presbytère, où elle reste précisément 52 minutes. Les schémas du pasteur Brown ont également changé. Il a acheté du vin et du café supplémentaires, et ses sermons du soir ont été plus courts en moyenne de 12 minutes les lundis et jeudis. La corrélation statistique est indéniable. Le docteur Weber sentit un nœud se serrer dans son estomac. L'insinuation concernant le pieux pasteur et la veuve en deuil était scandaleuse, mais la manière clinique dont Clara avait documenté ses preuves était profondément dérangeante. « Clara, depuis combien de temps observez-vous les gens comme ça ?»« Toujours, » répondit-elle simplement, « depuis que je suis très jeune. Mais je n'ai commencé les calculs que lorsque j'ai appris l'arithmétique. Les schémas sont devenus visibles alors. » Après l'examen, le docteur Weber parla en privé avec Conrad et Elsbeth. Son bagage médical lui disait que l'état de Clara était une fonction rare du cerveau, pas quelque chose de surnaturel, mais il n'avait aucun cadre clinique pour ce dont il avait été témoin. « L'esprit de votre fille fonctionne différemment, expliqua-t-il. Elle traite le monde d'une manière qui est presque informatique. À mon avis professionnel, c'est un phénomène médical, pas ce que les voisins chuchotent. » Mais même la perspective rationnelle du docteur Weber ne pouvait pas atténuer la terreur qui s'attachait aux prédictions de Clara. 2 jours après la visite, elle fit une autre de ses annonces calculées. « Il y aura un incendie chez les Gottlieb samedi soir. Il commencera à 21h53 et consumera 2 immeubles adjacents avant que les pompiers ne puissent le maîtriser. Monsieur Gottlieb ne s'en sortira pas. » Conrad sentit le froid glacial familier qui accompagnait toujours les prophéties de sa fille. « Clara, tu ne peux pas dire de telles choses. Comment pourrais-tu bien savoir qu'il y aura un incendie ?» Clara consulta son registre. « Monsieur Gottlieb boit des spiritueux bon marché mélangés à du diluant à vernis depuis 15 jours. Je l'ai observé en acheter en quantité qui dépasse de loin leur utilisation dans son ébénisterie. Sa femme a pris le train pour Cleveland pour rendre visite à sa sœur hier, ce qui est cohérent avec le schéma des conjoints qui partent avant un incident domestique majeur. Le tuyau de poêle de son atelier est endommagé. J'ai calculé la faiblesse structurelle en me basant sur le schéma des dépôts de suie et l'angle auquel il penche. La probabilité d'un incendie est de 94%. Elsbeth se mit à pleurer silencieusement. La manière impassible dont Clara discutait d'un événement aussi horrible, comme si la souffrance humaine n'était qu'une autre variable dans une équation, l'effrayait plus que n'importe quelle histoire de malédiction ou de démon. C'était sa fille, mais elle ne reconnaissait plus la logique froide dans la voix de Clara ou la manière mécanique dont elle traitait la tragédie humaine.
Conrad fit un choix qui le tourmenterait pour le reste de ses jours. Il décida d'avertir Jacob Gottlieb, espérant qu'une intervention opportune pourrait sauver une vie et peut-être prouver que le don étrange de sa fille pouvait être utilisé pour le bien. Il trouva Gottlieb dans son atelier le samedi soir, empestant les spiritueux que Clara avait mentionnés, ses mouvements maladroits et lents. L'avertissement de Conrad fut accueilli par un ricanement belliqueux. « Sortez d'ici, Schmidt, et gardez votre Exenkind, votre enfant sorcière, loin de mes affaires. » Elle ne sait rien. Mais quelque chose dans le plaidoyer désespéré de Conrad dut faire son effet, car Gottlieb promit sèchement de faire attention à son poil. La nuit du samedi arriva avec un vent sec inhabituel soufflant de l'ouest. À 21h53 précise, des flammes jaillirent des fenêtres de la maison des Gottlieb. L'incendie, alimenté par le vent sec et le vernis dans l'atelier, se propagea avec une vitesse effroyable, engloutissant non seulement le bâtiment de Gottlieb, mais aussi les 2 immeubles bondés de chaque côté avant que la brigade de pompiers volontaires ne puisse faire fonctionner leurs pompes. Le corps de Jacob Gottlieb fut retrouvé dans les restes calcinés de son atelier, où il avait apparemment renversé une lanterne en état d'ébriété. La précision de la prédiction de Clara, à la minute près, provoqua une vague de panique et de révulsion à travers Over the Rhine. La tentative de Conrad d'avertir Gottlieb avait été entendue par des voisins, et l'histoire se répandit que Clara avait non seulement prédit l'incendie, mais aussi son heure précise et son terrible résultat. La peur de la communauté se métastasa en terreur ouverte, et la famille Schmidt devint complètement paria. Mais pour Clara, l'incendie n'était qu'un autre événement à consigner dans son registre. Elle nota la corrélation entre sa prédiction et le résultat réel, ajusta ses formules en fonction des variables observées et commença à traiter de nouveaux schémas avec la même précision impassible qui avait fait de sa prophétie une réalité. Le pire, c'est qu'elle n'avait pas terminé. Les jours qui suivirent l'incendie de la maison Gottlieb plongèrent Over the Rhine dans un état de suspicion paranoïaque. La prédiction de Clara avait été trop exacte, trop détaillée et trop horriblement précise pour être écartée. 3 familles, les Vogel, les Ritter et les Bauer, avaient tout perdu dans l'incendie, et la communauté luttait pour prendre soin des déplacés tout en faisant face à la réalité terrifiante des prophéties de Clara Schmidt. La position de Conrad à la tonnellerie était désormais impossible. Ses collègues l'évitaient, leur conversation cessant dès qu'il entrait dans une pièce. Markus Steiner, le contremaître, avait clairement fait savoir par des connaissances communes que Conrad n'était plus le bienvenu. La précision mathématique des prédictions de Clara l'avait transformé d'une curiosité de quartier en une figure de pure terreur, une réputation qui entachait désormais toute sa famille. Clara elle-même semblait inconsciente de la marée montante d'hostilité. Elle poursuivait son travail quotidien, remplissant page après page de son registre de calcul qui devenait de plus en plus complexe. Elle avait commencé à créer ce qui ressemblait à des graphiques de probabilité complexes, suivant des dizaines de variables simultanément et générant des prévisions qui s'étendaient sur des mois dans le futur. Elsbeth avait maintenant peur de jeter un simple coup d'œil au livre de sa fille, terrifiée par ce que Clara pouvait bien calculer sur sa propre famille. L'enfant qui était autrefois sa joie tranquille était devenu une source d'anxiété incessante. La discussion clinique de Clara sur la tragédie, ses observations impassibles des moments les plus intimes de ses voisins, et son traitement mécanique des événements qui auraient dû susciter des larmes ou de l'horreur, tout cela alimentait une peur croissante que quelque chose de vital ait été brisé ou manquait dans l'âme de sa fille. Le point de rupture arriva un mardi matin de fin avril. Clara était à son poste habituel près de la fenêtre, observant la rue avec son intensité coutumière, lorsqu'elle leva les yeux vers sa mère, ses yeux bleus vides d'émotion. « Maman, le schéma est faux aujourd'hui. » Elsbeth, pétrissant la pâte pour le pain du jour, sentit ses mains s'immobiliser. « Que veux-tu dire, Clara ?» Clara consulta son registre, ses doigts traçant une ligne de chiffres. Tous les mardis depuis 13 semaines, la veuve Müller se rend au presbytère à exactement 16h10. Mais aujourd'hui, elle a quitté sa maison à 15h38 et s'est dirigée vers le canal. Sa posture indique une détresse extrême. Sa foulée a diminué de 14% et sa respiration est superficielle. Cela suggère qu'elle se prépare à un acte final.
La manière froide et analytique dont Clara décrivait le désespoir apparent de la veuve emplit Elsbeth d'une horreur profonde. « Clara, tu ne dois pas parler de telles choses. Madame Müller est une bonne femme. Elle ne ferait jamais. La probabilité mathématique est de 89%, interrompit Clara, son ton aussi neutre que si elle récitait une table de multiplication. Les individus qui modifient radicalement des schémas comportementaux établis de longue date tout en présentant des signes physiques de stress aigu prennent généralement une décision irréversible dans les 3 heures suivant la perturbation du schéma. Le schéma de Madame Müller a changé il y a 51 minutes. Elsbeth sentit la pièce tourner. Le fait que sa fille de 12 ans prédisait calmement le suicide d'une voisine avec la certitude d'une preuve mathématique était plus qu'elle ne pouvait supporter. Elle abandonna sa pâte et courut trouver Conrad, qui se trouvait dans la petite cour derrière leur immeuble, tentant de trouver un moment de paix en réparant une chaise cassée. « Conrad, tu dois venir. C'est la veuve Müller. Clara dit qu'elle va au canal pour se faire du mal. Nous devons faire quelque chose. » Conrad regarda le visage paniqué de sa femme et sentit la terreur désormais familière s'installer dans son cœur. Ils trouvèrent Clara toujours à la fenêtre, prenant de nouvelles notes dans son registre comme si elle documentait une expérience scientifique plutôt qu'une tragédie humaine. « Clara, dis-moi exactement ce que tu as vu. » Clara leva les yeux de ses calculs. Elle a dévié de son schéma du mardi de 32 minutes. Ces indicateurs physiques suggèrent une grave crise émotionnelle. Sur la base des données historiques concernant la perturbation comportementale, la probabilité d'automutilation est de 89%, la plus forte probabilité se situant entre 18h et 20h ce soir. Conrad fit un choix né du désespoir et d'une acceptation sombre des capacités de Clara. Il quitta l'appartement sur le champ et se dépêcha vers le canal Miami-Nderi, suivant le chemin que sa fille avait indiqué. Il trouva la vieille veuve debout sur le chemin de halage, son châle serré autour de ses épaules, fixant l'eau trouble avec une expression de désolation totale. « Madame Müller, dit doucement Conrad, s'approchant d'elle lentement. Est-ce que tout va bien ?» La vieille femme se retourna, les yeux gonflés de larmes. « Conrad, qu'est-ce que tu fais ici ? » J'étais inquiet pour vous. Vous avez semblé si troublé. Le visage de Madame Müller se décomposa en un masque de chagrin. Je ne peux plus le supporter, Conrad. La honte, les chuchotements, le fait de savoir que tout le monde est au courant de mon péché. Le pasteur Braun dit que Dieu ne me pardonnera pas, mais je ne peux pas arrêter ce que je ressens pour lui. Il vaut mieux en finir que de vivre avec cette disgrâce. Conrad réalisa avec une horreur grandissante que les observations de Clara sur la veuve et le pasteur étaient vraies, et que la pauvre femme envisageait en effet le suicide pour échapper au scandale. Il passa l'heure suivante à parler doucement à Anna Müller, marchant avec elle le long du canal, la convainquant que la honte était un fardeau, mais pas un fardeau qui valait la peine de mourir. Quand il rentra chez lui ce soir-là, épuisé et émotionnellement vidé, il trouva Clara en train de faire les dernières inscriptions de la journée dans son registre. Madame Müller n'a pas poursuivi son plan, nota-t-elle cliniquement. L'intervention a modifié la probabilité. Je devrais ajouter une nouvelle variable à mon modèle pour tenir compte de l'interférence de tiers dans les calculs futurs. Conrad fixa sa fille, son cœur une pierre froide dans sa poitrine. Clara avait d'une manière ou d'une autre observé et calculé une tentative de suicide avant qu'elle ne se produise. Et maintenant, elle traitait son intervention comme rien de plus qu'une nouvelle donnée pour ses équations. La prise de conscience que sa fille ne se contentait pas de prédire des tragédies mais étudiait la souffrance humaine avec la curiosité détachée d'un scientifique le remplit d'une horreur qu'il ne pouvait plus contenir. Cette nuit-là, alors que Clara dormait profondément dans son petit lit, Conrad et Elsbeth prirent la décision qui allait irrévocablement changer leur vie. Ils devaient quitter Cincinnati. Les capacités de Clara, quelle que soit leur origine, avaient rendu leur vie à Over the Rhine impossible. Mais plus effrayant encore était la certitude croissante que leur fille n'observait et ne calculait pas seulement le comportement humain. Elle perdait tout lien avec la réalité émotionnelle de la douleur qu'elle prédisait. Ils commencèrent à faire des plans secrets pour quitter l'Ohio, pour trouver un endroit où Clara pourrait vivre sans être crainte comme un monstre, et où son esprit extraordinaire pourrait trouver un but moins destructeur.
Mais Clara n'avait pas terminé ses calculs. Les révélations les plus dévastatrices étaient encore à venir. Alors que Conrad gisait éveillé cette nuit-là, écoutant les sons lointains de la ville, il ne pouvait se défaire du sentiment que l'esprit mathématique de sa fille avait découvert des secrets bien plus profonds que l'infidélité et le suicide. La précision de ses observations, la manière clinique dont elle parlait du désespoir humain, et la complexité croissante de ses calculs, tout pointait vers la possibilité terrifiante que Clara avait observée et enregistrée bien plus que quiconque ne le savait. Et la partie la plus effrayante était qu'elle calculait toujours. La révélation qui allait exposer le secret le plus profond et le plus sombre d'Over the Rhine arriva le premier jour de mai 1879. Clara était plongée dans son registre depuis des jours, créant des graphiques complexes qui suivaient les mouvements et les comportements de presque tous les adultes de leur voisinage immédiat. Ses parents emballaient discrètement leurs quelques affaires, espérant s'éclipser avant que la prochaine prédiction de Clara ne puisse briser d'autres vies. Mais ce matin-là, alors que la lumière du soleil printanier remplissait leur petite cuisine, Clara fit une annonce qui allait déchirer la communauté. « Papa, dit-elle, levant les yeux de son registre avec ses yeux bleus d'un calme déconcertant. Je dois te montrer quelque chose. Mes calculs ont révélé un schéma qui explique tout. » Conrad, qui redoutait ce moment, s'assit lourdement en face de sa fille. Clara ouvrit son registre à une section remplie de cartes détaillées, de graphiques et de colonnes de chiffres qui ressemblaient au travail d'un détective professionnel, et non d'une jeune fille de 12 ans. Depuis 31 mois, j'observe et j'enregistre les schémas comportementaux de 52 adultes de notre communauté, commença Clara, sa voix égale et précise. Au début, je croyais que les schémas n'étaient pas liés, mais quand j'ai analysé les données comme un ensemble complet, j'ai découvert des corrélations qui indiquent une entreprise criminelle sophistiquée. Conrad sentit le sang quitter son visage. « Clara, que dis-tu » Clara montra ses graphiques avec la confiance méthodique d'un professeur. 9 hommes de notre communauté se réunissent en secret tous les vendredis à minuit dans le sous-sol de la brasserie Baker. J'ai calculé leurs mouvements en me basant sur les déviations observées par rapport à leur routine déclarée, les incohérences dans leurs alibis et les preuves physiques de leur rassemblement. Elle indiqua une carte détaillée du quartier, marquée de routes et d'heures. Monsieur Steiner dit à sa femme qu'il joue aux cartes le vendredi soir, mais il quitte la taverne en même temps que les 8 autres hommes et se rend à la brasserie en utilisant un itinéraire qui évite toutes les artères principales. Ce schéma a été constant pendant 31 mois, à 4 exceptions près, qui correspondent à une maladie documentée ou à des urgences familiales. Conrad fixa la carte, reconnaissant les noms que Clara avait énumérés, Marcus Steiner, le contremaître, August Hoffmann, dont la femme avait une liaison avec Steiner, 2 cousins du défunt Jacob Gottlieb, et plusieurs autres hommes respectés de la communauté. Clara, comment pourrais-tu savoir pour des réunions secrètes ? J'observe tout, papa, chaque nuit, chaque ombre, chaque déviation par rapport à la norme établie. Clara tourna une autre page remplie de chiffres. Mais les réunions ne sont pas la découverte la plus significative. Mes calculs indiquent que ces 9 hommes ont été impliqués dans le vol systématique de céréales et de fournitures de brassage de plusieurs brasseries, avec des pertes estimées à près de $60 000 sur 31 mois. Les mains de Conrad se mirent à trembler. La somme mentionnée par Clara était une fortune, plus d'argent que la plupart des familles d'Over the Rhine ne verraient en 10 vies. Comment as-tu pu calculer une telle chose ? L'explication de Clara fut livrée avec la même certitude mathématique qu'elle appliquait à tout son travail. J'ai remarqué des divergences entre les achats de céréales déclarés par les brasseries et les chiffres réels de production de bière, que j'ai calculés en me basant sur les expéditions observées, les horaires des charrettes et l'enlèvement des déchets. La différence indiquait un vol systématique. J'ai ensuite dû identifier les auteurs. Elle montra des graphiques retraçant les habitudes financières des 9 hommes. Ces hommes présentaient tous des schémas de dépenses incompatibles avec leurs revenus connus. Monsieur Hoffmann a acheté un nouveau chariot au comptant. Monsieur Steiner a envoyé de grosses sommes d'argent à son frère à Buffalo. Je l'ai observé au bureau du télégraphe 15 fois, envoyant des fonds. Le schéma s'est répété pour les 9 hommes. Conrad réalisa qu'il regardait les preuves d'une conspiration criminelle massive,
découverte par les observations obsessionnelles et l'analyse implacable de sa propre fille. Mais Clara n'avait pas terminé. L'opération nécessitait une connaissance interne des inventaires des brasseries et un accès au manifeste d'expédition, poursuivit-elle. Mes calculs indiquaient l'implication d'une personne en position d'autorité. Tous les schémas pointent vers M. Baker lui-même, le propriétaire de la brasserie, comme l'organisateur de tout le réseau. Cette révélation finale frappa Conrad comme un coup physique. M. Baker, le propriétaire de la brasserie qui lui avait donné sa chance et qui était considéré comme un pilier de la communauté, était prétendument le cerveau d'une entreprise criminelle majeure. La précision de l'analyse de Clara, la certitude mathématique de ses conclusions et la montagne de preuves qu'elle avait compilées au cours de mois d'observation silencieuse, tout pointait vers une vérité à la fois incroyable et terrifiante. Clara, ce sont de terribles accusations. Es-tu absolument certaine ? Clara consulta son registre une dernière fois. La probabilité mathématique est de 97%. Mais papa, il y a encore une chose. Quelque chose qui explique pourquoi M. Baker a essayé de nous forcer à quitter la communauté. Conrad sentit sa poitrine se serrer. Que veux-tu dire ? M. Baker sait que je vois tout. Il m'a l'observé. Il y a 4 semaines, il est passé devant notre immeuble 2 fois tard dans la nuit, s'arrêtant 21 minutes à chaque fois, comme pour essayer de déterminer si j'avais découvert son secret. Son comportement indique qu'il soupçonne que je suis au courant de l'opération de vol. La prise de conscience que les capacités de Clara n'avaient pas seulement découvert une conspiration criminelle mais l'avaient également fait une cible remplit Conrad d'une terreur qu'il n'avait jamais connue. L'esprit obsessionnel et calculateur de sa fille avait révélé des secrets que des hommes puissants tueraient sûrement pour protéger. Clara ferma son registre et regarda son père, ses yeux bleus aussi clairs et froids que la glace. « Papa, mes calculs indiquent que notre famille est en danger imminent. Monsieur Baker et ses associés ne peuvent pas me permettre de continuer mes observations. La probabilité mathématique qu'ils prennent des mesures directes contre nous est de 87%, la plus forte probabilité se situant dans les 48 prochaines heures. » Conrad comprit enfin. La dernière prédiction de Clara ne concernait pas un incendie, un scandale ou un suicide. Elle concernait leur propre survie. Son esprit mathématique avait découvert une vérité si dangereuse qu'elle rendait leur existence continue à Cincinnati impossible. Ce soir-là, Conrad prit la décision qui sauverait sa famille. Emportant les preuves détaillées du registre de Clara, il se rendit chez le docteur Weber à la faveur de l'obscurité et partagea les découvertes terrifiantes de sa fille. Le médecin, déjà troublé par les capacités de Clara, fut stupéfait par la précision mathématique de son enquête criminelle. Conrad, si ce que Clara a calculé est vrai, murmura le docteur Weber, examinant le registre à la lumière de sa lampe de bureau, c'est l'une des plus grandes conspirations criminelles de l'histoire de cette ville. Et plus importante encore, si Baker soupçonne que Clara est au courant, votre famille est en danger de mort. Le docteur Weber accepta de les aider à s'échapper de Cincinnati sur le champ. Utilisant ses relations professionnelles, il s'arrangea pour que Conrad reçoive une offre d'emploi urgente d'une tonnellerie dans le lointain Saint-Louis, fournissant une raison plausible à leur départ soudain. Ils partiraient cette nuit même, avant que la prédiction de 48 heures de Clara ne puisse arriver à sa sinistre conclusion. Alors que la famille Schmidt chargeait ses quelques biens dans un chariot fourni par le docteur Weber, caché dans l'obscurité d'une ruelle, Clara fit une dernière observation qui hanterait Conrad pour le reste de sa vie. « Papa, dans environ 7 mois, le réseau de vol sera découvert par d'autres moyens. Monsieur Baker sera traduit en justice, mais 4 des 9 hommes ne survivront pas à l'enquête. Les probabilités mathématiques sont tout à fait claires. » Conrad frissonna en aidant sa fille à monter dans le chariot. Alors même qu'ils fuyaient pour leur vie, Clara calculait les conséquences futures de la conspiration qu'elle avait exposée. Sa prédiction se révélerait étrangement exacte. L'hiver suivant, une enquête fédérale démantèlerait toute l'opération. Monsieur Baker serait arrêté et condamné, et 4 de ses complices mourraient dans des circonstances violentes ou suspectes avant de pouvoir être traduits en justice. Mais en cette sombre nuit de mai 1879, alors que leur chariot cahotait sur les pavés d'un Over the Rhine endormi,
Conrad ne pouvait que penser à la façon dont l'esprit extraordinaire et terrifiant de sa fille avait à la fois sauvé leur vie et détruit le seul foyer qu'ils aient jamais connu en Amérique. La famille Schmidt disparut de Cincinnati, ne laissant derrière elle que des chuchotements, des questions sans réponse et un héritage de peur. La famille Schmidt disparut de Cincinnati aux premières heures du 2 mai 1879, ne laissant derrière elle que des rumeurs étouffées et une communauté en proie à la peur. Le docteur Weber informa les voisins curieux que la famille avait reçu une convocation urgente pour retourner en Saxe afin de s'occuper d'un parent gravement malade. Cependant, les rares qui prirent la peine de vérifier notèrent qu'aucun registre de passagers de navires de cette année-là ne portait leur nom. Ce que les habitants d'Over the Rhine ne découvrirent jamais, c'est que Conrad, Elsbeth et Clara s'étaient en effet rendus à l'ouest, à Saint-Louis. Là, Conrad trouva du travail dans une grande tonnellerie près du fleuve, comme le docteur Weber l'avait arrangé. Le médecin avait juré de garder leur emplacement absolument secret, comprenant que l'esprit extraordinaire de Clara ferait toujours d'elle une cible pour ceux qui avaient des secrets à cacher. À Saint-Louis, la famille Schmidt tenta de construire une nouvelle vie anonyme, loin des chuchotements et de la terreur qui les avaient chassés de Cincinnati. Conrad trouva du réconfort dans le travail familier et régulier de son métier, tandis qu'Elsbeth essayait lentement de rétablir les simples routines domestiques qui avaient été brisées par les prédictions troublantes de sa fille. Mais Clara elle-même resta inchangée. Son esprit mathématique continuait d'observer, de calculer et d'enregistrer les schémas du comportement humain avec la même précision mécanique qui avait fait d'elle à la fois une paria et une prophétesse. Le docteur Weber maintint une correspondance discrète avec la famille pendant plusieurs mois. En novembre 1879, une lettre arriva de Conrad confirmant la précision glaçante de la prédiction finale de Clara sur la conspiration d'Over the Rhine. Tout comme elle l'avait calculé, les enquêteurs fédéraux avaient découvert l'opération de vol massive. M. Baker fut arrêté et reconnu coupable d'avoir détourné près de $60 000 de plusieurs brasseries. Marcus Steiner, son principal complice, fut retrouvé mort dans sa chambre de pension dans ce qui fut officiellement qualifié de suicide, bien que beaucoup soupçonnassent un acte criminel. 3 autres membres du réseau moururent également dans les semaines qui suivirent le lancement de l'enquête, un dans une violente bagarre qui fut classée comme une dispute d'ivrogne, et 2 autres d'une maladie soudaine et virulente qui, selon le docteur Weber, portait les caractéristiques de certains poisons à action rapide. L'analyse mathématique de l'entreprise criminelle par Clara avait été correcte dans les moindres détails, y compris sa prévision selon laquelle tous les conspirateurs ne vivraient pas pour faire face à la justice. La précision de ces calculs, faits des mois à l'avance et à des centaines de kilomètres de distance, réaffirma ce que Conrad comprenait maintenant du don remarquable et terrifiant de sa fille. Le quartier allemand de Cincinnati se remit lentement du scandale et de la tragédie de 1879. L'enquête fédérale attira une attention importune, mais elle purgea également un niveau de corruption qui minait tranquillement la communauté depuis des années. De nouvelles familles s'installèrent dans les immeubles laissés vides par la mort et les départs précipités, et le quartier très uni se reconstruisit progressivement sur des bases plus honnêtes, bien que plus méfiantes. Mais l'histoire de Clara Schmidt, la jeune fille pâle aux yeux bleus calculateur qui pouvait prédire la mort et découvrir des secrets par la simple observation, devint une sombre partie du folklore local. Les parents utilisaient son histoire pour avertir leurs enfants des dangers de l'indiscrétion, tandis que les adultes regardaient parfois leurs voisins et se demandaient tranquillement quels secrets se cachaient derrière les façades ordinaires de leur vie. La dernière lettre du docteur Weber à la famille Schmidt était datée du printemps 1880, près d'1 an après leur fuite de Cincinnati. Il y rapportait que la vie à Over the Rhine était en grande partie revenue à la normale, mais que l'histoire de Clara était encore racontée à voix basse parmi les résidents plus âgés. Il partagea également un détail troublant qui avait émergé de l'enquête fédérale. Les agents du gouvernement avaient examiné le registre relié de toiles de Clara, que Conrad avait laissé au médecin comme preuve. Ils découvrirent qu'il contenait des calculs mathématiques s'étendant bien au-delà de la conspiration de vol. Clara avait apparemment suivi et analysé les schémas comportementaux de toute la communauté, créant des profils détaillés de dizaines de familles et prévoyant des événements futurs,
des disputes, des maladies et des problèmes financiers, avec une précision surprenante. Les enquêteurs fédéraux, des hommes formés à l'analyse criminelle, furent à la fois impressionnés et profondément troublés par la sophistication de ces méthodes. L'esprit de votre fille fonctionne d'une manière dont nos meilleurs détectives ne peuvent que rêver, écrivit le docteur Weber, citant l'un des agents principaux. Mais je vous avoue, Conrad, que je suis reconnaissant qu'elle soit loin d'ici. La précision de ses observations et la certitude de ses prédictions représentent une forme de connaissance que je crains trop dangereuse pour qu'une communauté la détienne. La dernière mention connue de Clara Schmitt dans un document historique provient d'une brève annotation dans les archives du département de mathématiques de l'Université de Washington à Saint-Louis, datée de 1881. Un professeur Altschuler nota que son « étudiante spéciale », une jeune femme d'une capacité sans précédent en analyse statistique et en prédiction comportementale, avait cessé ses études après que sa famille eut décidé de déménager à nouveau pour des raisons privées. Après cette inscription, Clara Schmitt et sa famille disparurent de l'histoire aussi complètement qu'elles avaient disparu de Cincinnati en cette sombre nuit de printemps. Ce qu'il advint de la jeune fille qui pouvait calculer le comportement humain avec une précision mathématique est inconnu. Son histoire sert de rappel glaçant que l'esprit humain reste l'un de nos plus grands et plus effrayants mystères, capable de développer des capacités extraordinaires qui défient toute explication facile. En 1879, l'approche logique de Clara envers le comportement humain était considérée comme quelque chose d'un autre monde, soit divin, soit démoniaque. Aujourd'hui, la science pourrait suggérer que des conditions comme le syndrome du savant ou l'hyperthymésie peuvent créer des esprits qui traitent l'information de manière qui semble surnaturelle aux non-initiés. Le cas de Clara Schmitt démontre que parfois les vérités les plus terrifiantes ne naissent pas de fantômes ou de malédictions, mais de l'application implacable d'une logique froide et dure au schéma désordonné de la vie humaine. Dans un monde où nous chérissons la croyance que nos secrets nous appartiennent, l'existence d'un esprit capable d'une observation et d'un calcul aussi précis est un rappel brutal que la vie privée n'est peut-être rien de plus qu'une illusion, et que les schémas que nous pensons si bien cachés peuvent être douloureusement évidents pour quiconque sait regarder et sait compter.